Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils sont fous ces Bretons. Ils sont fous ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le Stade brestois. Brestois, Brestoise, bienvenue dans ce 98e épisode de Brest On Air. Un 98e épisode sous le signe de la pâtisserie, puisque nous allons évidemment passer un bon moment à discuter du Paris-Brest, avec Yann. Yann seulement aujourd'hui, puisque Quentin est absent. Donc Yann, comment vas-tu ? Ça va, c'est finalement assez logique d'être que deux, puisque nous n'aurons que 2 Paris-Brest d'ici la fin de saison, normalement. Absolument. Donc ça va être l'un des thèmes de ce 98e podcast qui risque d'être un petit peu plus court que les précédents. On va revenir d'abord sur la victoire en coupe à Trélissac, victoire dans la difficulté. Enchaîner ensuite sur le mercato, avec notamment le dossier Pierre Lesmelou qui aura beaucoup animé les jours passés. Pour finir ensuite sur un petit peu ce qui nous a gâché, je sais pas d'ailleurs, tu me donneras ton avis, gâché un petit peu la fin du week-end avec le tirage au sort de la Coupe de France qui nous a offert justement ce fameux Paris-Brest, un deuxième en une dizaine de jours au Parc des Princes, donc un très très gros morceau à venir. Personnellement, on est lundi là quand on enregistre. Je suis toujours dans le déni. Pour moi, on va toujours recevoir Valenciennes, donc ça va être très bien. Oui, c'était ce que tu avais espéré. C'est vrai qu'une Ligue 2 à domicile, ça aurait peut-être été un tirage beaucoup plus abordable pour le Stade brestois. Mais bon, on reviendra là-dessus dans un troisième temps. Alors, d'abord le Paris-Brest, important de le signaler pour nos auditeurs. C'est une pâtisserie. Alors, je ne vais pas faire toute l'histoire du Paris-Brest, mais c'est une pâtisserie qui est en hommage à une course de vélo. Voilà, une course Paris-Brest-Paris, et qui date du début du siècle. Donc voilà, si jamais vous demandez pourquoi est-ce qu'on parle du Paris-Brest, et qu'on fait toujours le lien avec la pâtisserie et le vélo, la couronne ronde, c'est parce que c'est un hommage donc à la forme de la roue de vélo, et de la course qui existe d'ailleurs toujours aujourd'hui. Yann, amateur de Paris-Brest ? Oui, ça va. Je sais pas en faire. S'il y a des boulangers, pâtissiers qui nous écoutent, n'hésitez pas à donner les recettes. Voilà, c'est aussi ça, Brest On Air, on s'élargit, on parlait football. Maintenant, on va parler cuisine. Demain, je sais pas, on parlera beaucoup de choses. Mais oui, amateur de Paris-Brest, peut-être plus cette saison que les saisons dernières. Et en faisant les préparations podcast, on a fait quelques petites recherches, aussi bien footballistiques que culinaires. Le Paris-Brest est classé 15e dessert préféré des Français, selon un sondage. Donc je sais pas quels sont les 14 premiers, mais bon, c'est solide quand même, solide. Moins que le Stade brestois, qui est classé 3e. Voilà. Absolument. Toujours bon de le rappeler tant qu'on peut. Alors avant de revenir au pain quotidien, décidément beaucoup de références à la bouffe, retournons sur ce match de Coupe de France qui s'est déroulé donc samedi à 17h30 à Trélissac, donc dans le Périgord. Un match qu'on a remporté, donc le Stade Brestois a remporté 2-1 avec des buts de Kenny Lala sur penalty et Martin Satriano, les 2 buts dans le dernier quart d'heure. On a tout de suite senti, Yann, avant que tu me donnes ton avis général, que de toute façon le match allait être compliqué au regard des conditions de jeu, de la pelouse, du petit stade. On en avait parlé dans le précédent podcast, mais il avait tout du traquenard ce match. Oui, il avait tout du traquenard, et finalement, l'interview du coach de Trélissac, je crois que c'était dans l'équipe le matin même, confirmait que c'était le traquenard, que Trélissac allait se battre avec ses armes, que, bon, c'est pas forcément les armes les plus jolies, mais voilà, la pelouse, on peut en parler, il y a 2 dimensions dans cette pelouse, il y a le fait qu'elle était beaucoup de rebonds, elle était très inégale, ça, à la limite, ils n'ont pas la main dessus, mais la hauteur de l'herbe, on va pas me faire croire que c'est le jardinier qui a oublié de passer, c'est un choix délibéré de Trélissac, et on a vite compris que ça serait très compliqué pour Brest de faire quoi que ce soit, et que finalement, la seule chose qui compterait, ça serait la qualification au bout. Et c'est ce qui compte.
C'est ce qui compte absolument. Je suis d'accord avec toi. Après, sur la pelouse, j'ai vu pas mal de commentaires passer en disant que c'était inadmissible, que c'était impraticable. Moi, je comprends ces clubs amateurs qui, de toute façon, d'un point de vue tactique, d'un point de vue technique, d'un point de vue physique, en termes de joueurs, sont inférieurs aux équipes professionnelles. Je comprends qu'ils essayent de jouer avec leurs armes. C'est aussi aux professionnels de s'adapter. On n'a pas trop réussi à le faire pendant ce match, pendant les 80 premières minutes, hein, jusqu'à l'ouverture du score de Trélissac. Ça a été extrêmement laborieux, extrêmement compliqué, assez désagréable même à regarder, puisque finalement, ça se passait beaucoup mieux de terrain. On n'a pas beaucoup d'occasions avant l'égalisation et le penalty que Kenny Lala parvient à obtenir. C'était un match vraiment... Moi, quand Trélissac a marqué, je sentais qu'on allait passer à la trappe. On peut quand même saluer, je dirais, on peut saluer la réaction d'orgueil de cette équipe qui d'ailleurs, alors en termes de stats, hein, c'est assez intéressant de le noter. On reste sur 9 matchs, pardon. On reste sur 9 matchs sans défaite depuis le début novembre, avec 8 victoires. Ça veut dire quelque chose, et même ce match-là, je pense que les années précédentes, on pouvait le perdre. Oui, je pense qu'on le perdait. Il y a aussi eu un peu de réussite, hein, il faut le dire, la dernière action de Trélissac, on l'oublie pas. Maintenant, pour revenir juste à l'impression générale, Trélissac non plus n'a rien fait. On s'est vraiment fait chier. La pelouse y était pour beaucoup parce que c'était une pelouse qui empêchait de faire des passes, qui empêchait de faire des centres, qui empêchait de porter le ballon. Et finalement, la seule stratégie, c'est peut-être de balancer des gros sacs et de courir. C'est ce que Trélissac a essayé de faire, mais la différence de niveau était trop importante. Et justement, là où certes, Brest aurait pu passer à la trappe, mais je trouve pas que Brest ait joué les mains dans les poches, je trouve pas que l'attitude ait été scandaleuse ou quoi que ce soit. C'est juste le traquenard était là, on aurait pu tomber dedans, mais j'ai pas l'impression que Brest soit passé à côté de son match. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vois ce que tu veux dire. En gros, ils auraient pris un petit peu l'adversaire par-dessus la jambe en se disant ça va voilà. venir, on va se qualifier, il n'y a pas besoin de forcer plus que ça, quoi. C'est ça, comme ça avait été le cas, je crois que c'est à Avranches l'an dernier, où tu t'es fait bousculer pendant tout, alors qu'il n'y avait pas d'explication externe. Là, cette année, vraiment, je suis désolé de résumer à ça, mais avec une vraie pelouse de football, à la mi-temps, je pense qu'on les dérouille. Après, on peut quand même Voilà. louer, je trouve qu'on peut louer là, le comportement également de Trélissac qui, avec 3 divisions d'écart, s'est montré plutôt une équipe valeureuse avec des joueurs qui ont tenté le tout pour le tout. En contre-attaque, c'est vrai que techniquement c'était un peu fragile et un petit peu faible, mais ils ont quand même donné du fil à retordre à cette équipe de Brest. C'est vrai que le terrain a certainement nivelé les valeurs des deux équipes. Après, je trouve que le Stade brestois aurait peut-être pu faire mieux en étant enfin, je vais m'expliquer. Je trouve que les joueurs qui étaient sur le terrain n'étaient pas forcément adaptés à ce terrain. Je veux dire que notamment sur un terrain où le jeu au sol est extrêmement compliqué, d'avoir des joueurs de ballon comme Lesmelou, peut-être Pereira Lage, Satriano, c'était peut-être pas le meilleur choix, alors que si tu fais jouer un Steve Mounier d'entrée de jeu, qui on l'a vu quand il est rentré, était un peu le point de contrôle et la tour de contrôle devant qui pouvait récupérer de nombreux ballons aériens, ça aurait peut-être été mieux. Si tu vas m'opposer à ça quelque chose, et tu aurais raison, c'est que les centres étaient très mauvais. Donc est-ce que ça aurait été utile sur 90 minutes? C'est également une question. Oui, bah on a vu, tous les centres en première mi-temps c'était les mêmes, c'était deuxième poteau, et je pense encore une fois c'était lié à la pelouse qui était très haute et qui forcément obligeait les joueurs à mettre plus de force, enfin, très dur à juger. Alors, Mais Pardon, l'autre priorité, moi, sur ce match, c'était aussi de ne pas avoir de blessés. A priori, on attend des nouvelles de Julien Le Cardinal, mais a priori, ça va. il a pu reprendre. Après le coup, il a pu reprendre, aller jusqu'à la mi-temps. Donc on peut imaginer que si sa sortie est peut-être plus liée à de la précaution qu'autre chose, j'espère. En tout cas, c'est vrai que si tu... C'était vraiment la priorité, effectivement, si tu perds un joueur en défense, on va en reparler tout à l'heure, une zone où tu es d'ailleurs pas très très bien garni en ce moment, ça peut être problématique. Sinon, on n'a pas de nouvelles de blessures alors on enregistre le podcast lié à ce match, en effet. J'avais une question pour toi, parce qu'on a parlé du collectif et de l'image plutôt, voilà, malgré la difficulté de la rencontre, un Stade brestois qui était finalement sur les valeurs de ce qui monte depuis le début de la saison. Quelques petites déceptions, on a beaucoup en parlé de Bilal Brahimi notamment, qui sur son côté s'est montré peut-être lui un peu moins dans l'esprit, avec des gestes et des centres qui étaient toujours un peu les mêmes et toujours ratés d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, Bilal Brahimi? Je pense que Bilal Brahimi, c'était le joueur qui n'était pas fait pour jouer sur cette pelouse. C'est un joueur, on sait, qui a son profil très individualiste, trop,
et qui se base sur certaines qualités techniques que là, il ne pouvait absolument pas exprimer. C'est dommage pour lui, mais ça confirme un peu une impression qu'on a depuis plusieurs semaines où il est... Je ne sais pas son implication au quotidien, quoi que ce soit, je vais pas le juger là-dessus. Mais sur le terrain, on a l'impression qu'il est un peu bande à part, qu'il n'est pas dans le même type de réflexion, qu'il n'est pas dans la même spontanéité, qu'il n'a pas la même manière de voir le jeu. Donc ça a été compliqué pour lui, il n'a pas pu faire grand-chose. Il a beaucoup essayé, il s'est pas caché. Ça, je ne vais pas lui reprocher, il a beaucoup essayé, il a beaucoup raté, malheureusement. Mais voilà, c'est dommage pour lui, c'est d'autant plus dommage que bah voilà, tu tires le PSG, donc il va pas avoir d'occasion de regagner du temps de jeu. C'est une belle déception qui malheureusement continue, mais a priori, il serait là jusqu'à la fin de saison, finalement, malgré des envies de départ. Peut-être que sur un match, il peut être utile. Des fois, des choses peuvent se jouer à un but, à une rentrée, et voilà. Surtout avec ce genre de joueurs qui sont capables parfois sur un geste, une frappe, c'est un peu le style qu'il avait lorsqu'il était à Nice, quand il était arrivé, qu'il avait mis 2 ou 3 buts avec des frappes très lointaines. Ça peut peut-être être un déclic, mais je te rejoins complètement sur le côté borne à part. On a beaucoup loué la force du Stade Brestois cette saison, et notamment de celui de son collectif, avec des joueurs qui pouvaient permuter. Quand on remplaçait un joueur par un autre, ça fonctionnait bien, que ce soit Pierre Lesmelou par Jonas Martin récemment, que ce soit Kamori Doumbia lorsqu'il rentre. C'était assez intéressant. Julien Le Cardinal à la place d'un Lilian Brassier, ça marchait bien. Et effectivement, lorsque Brahimi lui entre dans ce 11, c'est un petit peu différent. Il n'a pas forcément le même rendement collectif, je dirais, que les autres. Et lorsqu'il essaye de faire quelque chose individuellement, eh ben, ça se voit trop, c'est trop forcé. Et comme très souvent c'est manqué, on a tendance à pointer du doigt immédiatement ce qu'il fait, alors que peut-être que le garçon, lui, veut absolument bien faire et justement se mettre en valeur par ses gestes. Mais peut-être qu'en jouant plus simple et plus dans l'esprit de l'équipe qui est cette équipe du Stade Brestois, ça serait mieux pour tout le monde finalement. Oui, Vas-y, mais juste pour terminer sur Brahim, parce que je sais qu'il a pris pas mal de remarques, critiques, déjà après sa dernière rentrée de 3 secondes, où il s'est un peu énervé, mais vraiment moi ce que je retiens, j'essaie d'être positif là-dessus, c'est qu'il essaye, il a envie, il a encore envie de jouer, il n'est pas dans une situation, bon bah ça me casse les cette saison je vais pas jouer, bah tant pis, je vais pas faire d'efforts. Il comprend pas tout, je pense qu'il est pas forcément adapté à cette équipe, mais il essaye, et rien que ça c'est positif quand même. Autre joueur qu'on découvrait, hein, enfin Brahimi, on l'a vu quelques fois, assez peu finalement depuis le début de la saison. En revanche, c'est Arthur son prénom? C'est Luc. C'est Luc. En revanche, Luc Zogbé, c'était sa première titularisation avec les professionnels, première apparition, même si je dis pas de bêtises, en match officiel. Lui qui joue habituellement en R1 avec l'équipe B. Donc latéral droit du Stade Brestois qui a remplacé Kenny Lala qui lui-même jouait en étant à gauche, d'ailleurs qui a fait un match tout à fait correct, je trouve, Kenny Lala. Qu'est-ce que tu as pensé de Luc Zogbé, toi? Moi j'ai trouvé, alors juste avant que tu me donnes ta réponse, j'ai trouvé qu'il était un peu, enfin qu'il avait une véritable envie de bien faire, qu'il avait beaucoup de jus, mais déjà je me demande s'il était bien cramponné parce qu'il glissait énormément et j'ai pas trouvé une qualité technique exceptionnelle. Physiquement, il est présent, mais techniquement, beaucoup de centres ratés. Alors, je sais pas si c'est dû à la pelouse, à ses crampons, à un stress inhérent à une première rencontre, mais plutôt mitigé, moi, mon premier avis sur lui. Je vais démarrer de manière très concrète. Luc Zogbé, on le voit arriver sur le terrain, c'est une armoire à glace. Je me mets à la place des mecs en R1 qui voient ce mec débarquer en face. Waouh! Donc physiquement, déjà une bonne première impression. Il a fait 90 minutes à plein régime, il n'a pas ménagé ses efforts, il n'a pas semblé en dessous physiquement, donc déjà ça c'est très bien. Techniquement, moi encore une fois, je sais que je suis en boucle là-dessus, mais la pelouse empêche de juger, et c'est pour ça que j'aurais adoré qu'on joue une équipe par exemple comme Valenciennes à domicile, parce qu'il aurait joué sur une vraie pelouse, et on aurait vraiment pu le juger. Là, j'ai du mal à me faire un avis. Finalement, la seule chose qui ressort malheureusement de son match, c'est que sur le but de Trélissac, c'est lui qui oublie son marquage. Mais c'est la seule fois où il a été pris à défaut du match face à une équipe de Trélissac qui n'était pas très offensive. Donc c'est dur de se faire un avis. J'ai quand même l'impression que c'est un garçon qui défend bien et qui est peut-être plus défensif qu'offensif. Ce qui serait utile, hein. Mais voilà, c'est regrettable de ne pas avoir une autre occasion de le voir, malheureusement. Après, on connaît la gestion d'Eric Roy. Il l'a dit, s'il l'a mis dans le groupe et titulaire, c'est aussi parce que Luc Zogbé à l'entraînement, ça se passe bien, il travaille bien. Donc peut-être qu'on le verra faire quelques petits bouts de match dans des vraies conditions où on pourra vraiment le juger.
Mais en tout cas, je fais un parallèle alors je crois que c'était 2012-2013 quand on mettait des jeunes parce qu'on avait personne d'autre. Au moins physiquement, sur le terrain, il fait pas tâche. C'est un bon début. Et puis voilà, c'est ce que tu dis, c'est un début. On lui souhaite. Alors ça va peut-être être compliqué de prendre du temps de jeu avec la saison qui reste, hein, parce que les matchs, finalement, il n'y en a pas énormément. Et on joue une fois par semaine, sauf avec le match de coupe là, du PSG qui aura lieu un mercredi soir. Et c'est vrai qu'à l'époque où tu avais la Coupe de la Ligue, où tu avais 18 matchs de championnat, 38 matchs de championnat par saison, tu avais un petit peu plus l'occasion de faire tourner. Là, ça risque d'être un petit peu juste, mais pourquoi pas le revoir sur quelques minutes en fin de saison si on n'a plus rien à jouer ou dès l'année prochaine, ça peut être intéressant. En tout cas, on sait qu'il est là et évidemment, on lui souhaite de pouvoir s'imposer au Stade Brestois. Ce serait une belle chose pour lui. Après, sur les... Un peu le même bilan pour Grégoire Couder. Bon, je pense qu'on le verra au Parc des Princes. Ouais, je pense. Ouais. On espère le voir plus loin. Mais vraiment, Couder, confiance, encore une fois. Il a eu un arrêt à faire, il l'a fait. Un bel arrêt, hein. Puis même, ouais, globalement, on le sent serein. On sent que même s'il joue pas beaucoup, il est bien intégré, il sait ce qu'il fait et tout. Donc, à la guerre avec Couder, hein, vraiment. Puis en plus, c'est lui qui va nous qualifier au Parc des Princes sur au péno, donc on a hâte de voir ça. Il a dit à la sortie du match qu'il aimait bien les pénaltys, que c'est quelque chose un exercice qu'il appréciait. Donc c'est déjà bien de savoir que le gardien apprécie ça. Ça n'est pas gage de réussite et qu'il va en sortir 3 ou 4, mais au moins le gars se cache pas, donc c'est plutôt toujours appréciable. Et ça fait partie de ce genre de match où tu es content pour le joueur qui puisse avoir du temps de jeu, parce que ça fait quand même un moment qu'il est sur le banc. On se souvient l'année dernière, parfois il était deuxième, troisième gardien. Et là, il est vraiment deuxième gardien à part entière. Et derrière un Bizot qui est incontournable, ça fait quand même du bien d'avoir un deuxième gardien dont on se dit qu'il est au niveau. Oui, voilà. Et peut-être un autre qui a été au niveau. Bon, conditions difficiles, hein, mais qui était forcément très scruté, c'est Pierre Lesmelou. Ouais, alors juste, on va revenir sur Pierre Lesmelou en faisant la transition avec le mercato. Peut-être juste noter, et ça a été partagé sur les réseaux sociaux, le très beau comportement aussi du Stade Brestois 29 en Périgord, puisqu'ils ont laissé leur part de recettes, donc ça c'est plutôt la coutume, je dirais, lorsqu'on est un club professionnel, quoique tous ne le font pas. Je crois que c'est Reims qui n'avait pas laissé sa part de recettes à Dinan au tour précédent. Et Oui, également... Brest ne l'a pas fait à Avranches l'an dernier non plus, hein. On peut le préciser. C'est vrai, tu as raison. Bah oui, il y avait les flammes à payer, on avait dit. Après, il y avait peut-être... après, on n'est pas non plus dans le secret des dieux, mais Avranches était en national à l'époque. Oui. Peut-être Oui. que le club estime que voilà, un club de National 2 a plus besoin d'argent. Et vu je dirais la quantité, pas la quantité, mais le nombre de spectateurs qu'il y avait au stade samedi, la recette ne devait pas non plus être absolument colossale. Oui, surtout que eux, contrairement à d'autres clubs comme Rouen, n'ont pas mis des tarifs abusés. Il y avait eu à peu près 100 supporters brestois qui sont allés, je crois que la place était à 10-15 euros, ce qui est très raisonnable pour un match de Coupe de France. Absolument. Voilà. On est loin des 60 euros de Orléans ou de Rouen. Absolument. Donc la recette a été laissée à Trélissac. Et le club de Trélissac a remercié le Stade Brestois, ses joueurs, son staff, pour avoir nettoyé l'intégralité des vestiaires, avoir passé la raclette, vidé les poubelles. Alors ça peut paraître complètement logique et absolument anecdotique, mais visiblement pas. S'ils le font, c'est que tous ne le font pas. Et toutes les équipes professionnelles ne laissent pas forcément les vestiaires dans de très bons états. On avait notamment vu à la Coupe du Monde au Qatar les Japonais qui l'avaient fait après chaque match. Et donc on peut se féliciter d'avoir une équipe du Stade Brestois qui était à la fois très belle à voir jouer sur le terrain, mais qui semble également animée par de très belles valeurs humaines. Donc on les remercie et on les salue évidemment avec leur intendant qui a été Greg Pello, dont Brendan Chardonnay a loué je ne sais plus le terme qu'il a utilisé d'ailleurs, mais en tout cas qui a dit qu'il était extrêmement rigoureux là-dessus. Et donc, il l'a traité de maniaque. De maniaque. Bon bah écoute, le maniaque. Bah, en tout cas, parfois le fait d'être maniaque, c'est pas plus mal non plus. Tu as mis les pieds dans le plat, Yann, en évoquant Pierre Lesmelou, et j'ai envie de dire en évoquant le capitaine du Stade Brestois ce week-end, Pierre Lesmelou, qui il y a une semaine était en train de s'exprimer devant les médias en disant clairement qu'il avait envie de partir, on va pas se cacher, lui ne s'est pas trop caché non plus avec l'envie de partir à Rennes. Finalement, une semaine plus tard, il est capitaine de Brest et devrait, sauf tremblement de terre, rester au club jusqu'à la fin de saison.
Oui, et je trouve que c'est une très belle communication générale, parce que déjà le joueur a recommencé à poster des photos sur son Instagram où il aime beaucoup communiquer, ou des photos où il met bien en avant le logo du club. Il y a eu la conférence de presse d'Éric Roy, il y a eu la sortie de Grégory Lorenzi dans l'équipe qui explique comprendre que le joueur soit déçu, mais finalement s'attendre à ce que Pierre Lasmelou fasse le taf. Et je trouve que voilà, le symbole de lui donner le brassard, c'est déjà c'est pas qu'un symbole, c'est aussi le cas, parce que quand Chardonnay et Magnici ne sont pas là, c'est Lasmelou qui a le brassard. Et voilà, le fait de le faire jouer, de le mettre capitaine, c'est un bon symbole, surtout qu'on l'a vu, il était impliqué. Je pense que le mec, dans sa tête, il est toujours dégoûté, évidemment, de ne pas avoir signé à Rennes, mais c'est quelqu'un qui, finalement, a acté, qui va assez vite. Il a vu que Rennes a recruté un autre joueur, il sait qu'en l'état, il n'a pas d'autres prétendants sérieux, donc en fait, qu'il a aucun intérêt à bouder et à se morfondre. Et je m'attends, personnellement, à avoir un Pierre Lesmelou sur la même lignée, au moins en termes d'engagement, sur la deuxième partie de saison. En plus, on sait que c'est quelqu'un qui est apprécié dans le vestiaire, qu'a priori, personne lui en a trop tenu rigueur de sa sortie, sauf les supporters. Donc, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il fera une très belle deuxième partie de saison et que ça effacera sa sortie de route. Moi, j'ai beaucoup aimé la fermeté du club dans sa communication et la clarté, la transparence notamment de Grégory Lorenzi. Alors, Denis Le Saint avait déjà été assez clair dès le dimanche, hein, après le match contre Montpellier, en disant que Pierre Lasmelou, le Stade Brestois comptait dessus et il ne partirait pas. Mais il y avait quand même, on avait senti là un petit peu une tergiversation, c'était un petit peu trouble. Le joueur était venu s'exprimer devant les médias derrière. On sentait qu'il y avait un manque de communication globale. Visiblement, les deux parties se sont rencontrées, hein. Pierre Lesmelou a rencontré Denis Le Saint le mardi soir en présence de Grégory Lorenzi. Je pense que ça a été assez ferme. Le joueur a certainement évoqué l'offre qu'il avait reçue de Rennes, une offre, hein, dont on peut dire qu'elle était relativement importante et qui aurait, je pense, fait un petit peu tourner la tête à n'importe quel être humain de 30 ans quand on vous propose de multiplier votre salaire par plus de 3, hein, si je dis pas de bêtises, au moins, d'après les infos. Oui, entre 3 et 4. Après les infos qu'on a pu avoir. Quand vous devez vous asseoir sur une telle somme, même, bon, attention, hein, Pierre Lesmelou n'est pas au SMIC aujourd'hui au Stade Brestois, on va pas non plus exagérer, mais il faut mettre les choses en relief. Il s'assoit sur beaucoup d'argent, mais le Stade Brestois a réussi, je trouve, à asseoir son autorité de club et se montrer ferme envers le Stade Rennais, qui est un club éminemment plus riche, hein, bien entendu. Et pourtant, on a réussi à résister. C'est, je pense, le symbole aussi du fait que le club grandisse, que le club ait des ambitions cette année, que ce soit en Coupe de France justement ou en championnat. Et ça me semble être un signal envoyé extrêmement positif, alors que, on s'en souvient, il y a quelques mois, il fallait absolument vendre très rapidement pour pouvoir équilibrer les comptes. Ce sera certainement fait cet été, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais en pleine saison, le fait de pouvoir refuser un montant, on a évoqué une offre de 13-14 millions d'euros, c'est pour un joueur de 30 ans, je trouve que c'est un signe des progrès du club brestois. Oui, à double titre. Le premier, c'est que il y a la comparaison avec Reims, qui a vendu son joueur, a priori son meilleur joueur. Tout le monde est un peu déprimé, mais Reims ne sait. Voilà, Reims a fait le choix de vendre. Euh, il le paye avec une élimination en Coupe de France. Bon, je vais pas faire de raccourci, mais en tout cas, je vous invite à regarder un peu les supporters rémois. C'est la tête dans le seau. Et au-delà des supporters, la conférence de presse d'avant-match de Will Steele face à Sochaux, le mec est dégoûté et on sent qu'il y a un début de fracture. Reims qui est quand même un rival pour l'instant dans la course à l'Europe, donc on prend. Et voilà, et puis pour revenir juste très rapidement, il y a eu cette phrase de Grégory Lorenzi que j'ai trouvé géniale, et en la lisant, on est quand même très fiers. C'est quand il dit que c'est pas parce qu'un club se permet des choses hors budget qu'on doit céder. Et c'est vraiment ça. Oui, Brest, c'est un petit club, mais c'est pas parce qu'on est petit que vous pouvez nous mépriser et considérer que tout vous est dû en fait. Donc voilà, ça m'a fait très plaisir. Et au-delà de ça, ça permet d'entretenir le rêve. Ça montre qu'on a des ambitions et qu'on veut y croire. Et c'est pour ça que là, je rigole de plus en plus quand j'entends des gens dire oui, l'objectif c'est le maintien, c'est le maintien. On n'a pas refusé une offre 15 millions pour un joueur de 30 ans si notre objectif c'est le maintien. Tu as tout à fait raison, et je suis d'accord avec toi. Et ça m'aurait, quand tu parles de cette notion de rêve un petit peu sur la saison, ça m'aurait vraiment dérangé je dis pas qu'on va se qualifier pour l'Europe, j'en sais rien du tout, mais au moins on va savoir ce qu'on est capable de faire avec cet effectif sur une saison. Et ça me fait plaisir de me dire, bon, bah voilà, il reste encore 16 matchs à jouer en Ligue 1, minimum 1 en Coupe de France, l'équipe ne devrait pas bouger, on va voir ce que ça donne.
peut-être qu'on se qualifie, on va peut-être s'écrouler, on va peut-être perdre beaucoup de matchs en deuxième partie de saison, finir, je sais pas, 11e, 12e, 9e, je ne sais pas. Mais au moins, on se sera donné les moyens de rêver, donné les moyens de réussir. On ne pourra pas dire que le club a été petit bras, que le club s'est séparé de ses meilleurs joueurs à la première occasion, et que le club n'a aucune ambition, que de toute façon, il est là que pour remplir les caisses. Non. Le club est là pour être un club de foot. C'est vraiment, c'est bizarre à dire, mais il y a beaucoup de clubs aujourd'hui qui n'en sont pas et qui, dès la première offre, sont obligés de vendre. Ça fait plaisir de voir que le Stade Brestois refuse de l'argent pour mettre en avant son effectif et mettre en avant ses résultats sportifs. Je dis ça parce que Oui. Lilian Brassier devrait également rester. Yann, c'est ce qu'on a appris dans la presse avec RMC et le Télégramme notamment qui en ont parlé. Brassier, à quelques jours de la fin du mercato, en une semaine à peu près, est toujours brestois et on se dirige plus vers un départ d'Achraf Dari que du grand Lilian. Oui, et content que Lilian reste, et visiblement Lilian content de rester aussi. Donc c'est parfait. Ouais, là, il y a pas, contrairement à Pierre Lesmelou, on n'a pas senti de flottement là vraiment dans l'histoire de Lilian Brassier. Lorsqu'il joue, il est bon, il était très bon contre Montpellier, il a fait son match contre Trélissac. Bon, là, Lesmelou a fait son match contre Trélissac aussi, il n'y a pas de problème. Mais donc, plutôt une bonne gestion aussi. Je pense que le joueur, de toute façon, a un bon de sortie pour cet été, à mon avis, qui doit le rassurer. Et je pense qu'il restera avec nous, sauf offre un petit peu délirante, peut-être du Milan avant la fin du mercato, mais je l'imagine pas trop. Oui. Donc Achraf Dari, ça serait plutôt le Rayo Vallecano, après une première piste qu'il envoyait à Charleroi. C'est ça. Mais c'est le joueur qui a choisi Vallecano. C'est ça, mais a priori, alors d'après ce que j'ai compris, peut-être que les choses ont bougé en ce lundi, mais que le Stade Brestois avait un accord avec Charleroi pour un prêt avec option d'achat, que Dari, lui, n'était pas forcément nécessairement très chaud d'aller en Belgique, il est plutôt partant pour le Rayo en Espagne, où il retrouvera d'ailleurs un ancien Brestois, Florian Lejeune, je ne sais pas si tu te souviens de lui sous le maillot du Stade Brestois. En revanche, il n'y avait pas d'accord encore entre Brest et le club espagnol. D'accord, bon, dossier à suivre. Très rapidement, je pense que c'est un championnat qui est taillé pour lui. Le Rayo, 13e de Ligue 1, ils ont un peu d'avance sur le premier relégable, je crois que c'est 8 points. A priori, il devrait avoir du temps de jeu dans une équipe correcte qui, défensivement, a l'air de tourner malgré 2 gros craquages. La défaite 7-0 contre l'Atlético, voilà, les souvenirs. Et une autre grosse défaite en championnat, mais c'est quand même une équipe qui a fait des matchs nuls contre le Real Madrid et contre le Barça. Donc, moi, ça me ferait plaisir qu'il joue, ça me ferait plaisir qu'il regagne en confiance. Je sais pas s'il reviendra à Brest, je sais pas si un jour il réussira à Brest, mais je suis vraiment convaincu que c'est quelqu'un qui peut avoir une petite carrière sympa en Europe. Et au-delà de ça, je sais qu'il fait pas l'unanimité, mais faut quand même souligner que depuis qu'il est arrivé, il a été exemplaire dans son implication, il a jamais boudé, il s'est jamais exprimé dans la presse, il n'y a jamais eu d'histoire autour de lui. Donc voilà, je lui souhaite une belle deuxième partie de saison, et si jamais ça se passe bien et qu'il veut revenir, moi, c'est avec plaisir de lui redonner une nouvelle chance. Je suis plutôt d'accord avec toi sur le club choisi. Je pense que c'est mieux qu'il aille jouer en Espagne en première division espagnole qu'en première division belge. Alors, pas pour critiquer nécessairement la Belgique, hein, offre qui a des clubs et des joueurs de qualité. Mais en termes de compétitivité, je pense que la Liga, c'est quand même quelque chose de bien supérieur. Et pouvoir affronter des clubs, tu les as cités, hein, comme l'Atlético, comme le Real, comme le Barça, comme Gérone cette année, comme la Real Sociedad, ça permet aussi aux joueurs d'avoir un niveau de compétitivité et de jouer dans une compétition qui est extrêmement relevée. Je ne sais pas s'il reviendra à Brest, j'ai des doutes. Mais parce que d'ailleurs, pour le Rayo, on ne sait pas si c'est forcément un prêt pour l'instant, à l'heure où on enregistre, ou un transfert définitif. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la suite si jamais il venait à quitter le club. Ce qui me fait, Yann, venir à une question que je vais te poser. Dari en partance, Amavi out pour plusieurs semaines. Zogbe, on l'a vu, très jeune, inexpérimenté, avec certainement des qualités, mais encore peut-être un petit peu tendre pour la Ligue 1. Julien Le Cardinal éventuellement blessé. Ça fait une défense qui finalement repose sur Lilian Brassier, Brennan Chardonnay, Kenny Lala et Bradley Loco, 4 joueurs fiables et en forme. Le Stade Brestois doit-il recruter en défense pour toi? Alors, le Stade Brestois, aujourd'hui, est dans la situation où il peut bricoler. Parce que Julien Le Cardinal, s'il n'est pas blessé, après ça devrait aller, il peut jouer à droite. Contre Trélissac, on a vu que Kenny Lala peut jouer à gauche. Adrien Lebeau, visiblement, aussi. Donc, on peut bricoler. Mais c'est pas souhaitable. Pour moi, c'est pas souhaitable. Tu peux vite avoir un blessé plus un suspendu. Donc, à titre personnel, j'aimerais bien un autre défenseur. Pas forcément un titulaire en puissance. Mais la question, c'est quel type de défenseur? Est-ce qu'on veut quelqu'un qui peut jouer à droite,
qui peut jouer à gauche, dans l'axe, les trois. Personnellement, je serais quand même assez partant de prendre un mec qui peut jouer latéral gauche en priorité. S'il peut jouer à droite, c'est bien aussi. Mais voilà, effectivement, s'il y a une recrue à faire, ça serait ça, sans forcément aller chercher un titulaire en puissance. Pour moi, c'est pas nécessaire. Et je rajoute un point, Jordan Amavi, il y a un moment, il faudrait peut-être envisager la résiliation du prêt. Je crois qu'elle a été envisagée, il me semble qu'elle a été envisagée, mais qu'il y a une clause dans le contrat, justement, qui ne permet pas une rupture de ce prêt. D'accord. Après, peut-être que dans le vestiaire, il est très important. Et ça, je le juge pas, mais c'est assez terrible, quoi. En tout cas, il est Quand il a souriant. joué... Sur les photos, il a l'air toujours souriant et dans l'esprit, un petit peu à l'image de Loïc Rémy l'année dernière. Mais effectivement, c'est pas le Club Med à Brest, c'était quand même là pour jouer au foot. Je pense qu'il est le premier, lui, hein, évidemment, il fait pas exprès d'être blessé, le premier à être désespéré de ne pas pouvoir pratiquer son métier. Mais pour le Stade Brestois, c'est difficile. Oui. Et toi, tu recruterais... Je suppose que oui, tu recruterais un Bah joueur, ouais, mais moi je suis plutôt d'accord quel avec toi. profil? Je suis d'accord avec toi sur le profil, et même sur le profil, je pense qu'il faudrait un défenseur latéral qui soit polyvalent, principalement qui puisse jouer à gauche, parce que Bradley Loco est bien seul. Et il avait enchaîné jusqu'au match de Trélissac les 18 matchs disputés, les 19 matchs même disputés par le Stade Brestois cette saison, avec le match de coupe contre Angers. Clairement, il manque quelqu'un, même si Kenny Lala s'est bien débrouillé à gauche. Voilà, si jamais Kenny Lala doit aller à gauche et le Cardinal à droite, il ne faut pas qu'il y ait Brendan Chardonnay ou Lilian Brassier qui soit blessé. On a prêté Josué Escartin à Ajaccio, on le rappelle. Ashraf Dari est en partance. Il me faut, à mon sens, un joueur qui soit capable de jouer à la fois à gauche et à droite. Peut-être un prêt. J'ai aucune idée en revanche, au-delà du profil d'un nom de joueur. Je vois pas du tout qui on pourrait attirer, mais je pense qu'en prêt, un joueur vient. C'est plus facile, je pense, pour le Stade Brestois d'attirer un joueur en prêt quand tu es 3e de Ligue 1 et encore qualifié en Coupe, que l'année dernière quand tu es à 14 points après 18 journées et que tout le monde te promet la descente. Donc si le Stade Brestois a envie de faire un joueur, je pense qu'ils arriveront à le faire. Mais d'après les infos qu'on avait eues, c'était vraiment compter sur Lala, même dans l'axe, si jamais il y avait besoin de dépanner. Donc je ne sais pas vraiment s'ils vont recruter. Je pense que moi, si j'étais à la décision, j'aurais essayé de prendre quelqu'un en tout cas. Oui, peut-être préciser là-dessus, il y a eu des rumeurs d'offres marseillaises pour Loco. A priori, il y a vraiment eu une offre, mais non, jamais de la vie, Brest ne lâchera Bradley Loco. Je pense que des trois, en fait, entre Brassier, Lesmelou et Loco, c'est Loco le moins enclin déjà personnellement à partir, et même que le club ne lâchera pas. Voilà. Pour moi, il n'y a même pas de sujet Loco, en fait. Bah même le joueur lui-même avait l'air d'être assez clair là-dessus en disant que de toute façon, il visait notamment les Jeux Olympiques et que pour lui, rester titulaire à Brest, jouer une saison entière, c'était la meilleure solution pour être repéré par Thierry Henry pour participer au JO. Tu pars à Marseille maintenant, tu n'es absolument pas forcément titulaire, tu sais pas ce que ça peut donner. Et une carrière, c'est bien peut-être de jouer à l'OM, c'est évidemment un club qui est structurellement plus important que le Stade Brestois, mais qui ne lui donnerait pas forcément les garanties nécessaires pour la suite de sa carrière à titre personnel. Tu parlais de Matouziwa tout à l'heure, à l'instant. Tiens, on apprend qu'il a passé sa visite médicale avec succès à Rennes, donc ça enterre vraiment le dossier Pierre Lesmelou. Justement, Lesmelou, qui sera au parc. Pierre Lesmelou qui sera au parc, et d'ailleurs qui ira 2 fois au Parc des Princes en à peu près 10 jours, puisque le Stade Brestois va affronter le PSG le dimanche 29 janvier à 20h45 et le mercredi 7 février à 21h10. Alors, déjà, t'étais pas devant le tirage au sort hier, je crois. Toi, t'étais en train de te sustenter au restaurant. Mais quand t'as Exactement. Le Tonkinois, vous ne sponsorisez pas, mais bravo à vous. Quand tu as eu connaissance de l'adversaire, quelle a été ta première réaction? J'étais très content d'avoir tiré Valenciennes. Je me dis que Valenciennes, c'est quand même le bon tirage. Dernier de Ligue 2, ça permet de revoir Ahmed Kantari, qui est maintenant entraîneur. En plus, c'est sur une bonne pelouse. Je trouve un peu bizarre de mettre ça en prime time, mais très bon tirage, Valenciennes. J'aime ton déni, peut-être qu'un jour tu vas te réveiller. Alors, pour les auditeurs qui n'auraient pas compris le second degré de Yann, je pense que vous n'êtes pas nombreux quand même. Brest a donc tiré le gros lot, ou le mauvais lot, selon dans quelle solution, dans quel sens on se positionne, puisque c'est un déplacement au parc donc, qui attend les Brestois. Alors j'ai fait des petites recherches, toujours, on aime bien les petits historiques, parce que j'ai l'impression que contre le PSG, à chaque fois, on se prend des petites raclées bien senties. Alors, dans l'histoire du club, si on remonte jusqu'au Brest Armorique, il y a eu 34 affrontements entre le Stade Brestois et donc Brest Armorique, Stade Brestois et le Paris Saint-Germain.
34 matchs, 3 victoires de Brest, 11 matchs nuls et 20 défaites. On a marqué 25 buts, on a encaissé 57. Et la dernière victoire brestoise face aux Parisiens, ça remonte au 26 janvier 1985. Score de 3-1. Et les Brestois, d'ailleurs, pour la petite histoire, menaient 3-0 après 30 minutes de jeu. Les plus anciens connaîtront les buteurs. Donc c'était un but de Henry et un doublé de Gérard Bucher. Et encore mieux, le Stade brestois ne s'est imposé dans son histoire qu'une seule fois au Parc des Princes. Et là, pareil, ça ne date pas d'hier, parce que c'était encore plus vieux. Pour vous donner les informations, François Mitterrand venait d'être élu président de la République. Francis Leblay était maire de Brest et Emmanuel Macron avait 4 ans, parce que c'était en 1981, en septembre 81. Et là, les Brestois s'étaient imposés 2-1, avec des buts de Milan Dragovic et de l'inévitable Drago Babek. Donc là, tout le monde, en revanche, le connaît, même les plus jeunes. Donc depuis 1981, le Stade brestois ne s'est pas imposé au Parc. Et là, il va avoir l'occasion, en 10 jours, d'ajouter finalement une victoire à son palmarès. Et dans l'ère moderne, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui nous écoutent, depuis 2010, c'est la remontée en Ligue 1 avec Alex Dupont. Brest et Paris se sont affrontés à 16 reprises, 15 victoires du PSG, dont 2 en coupe, et un seul match nul, 2-2 avec le match avec Apoula Edel, le but de Touré, de Grougy. On s'en souvient. Donc les stats ne sont pas forcément à l'avantage de Brest, Yann. Je veux pas remettre en cause toutes tes stats, mais moi je me souviens très bien d'une victoire 1-0, but de Grougy sur coup franc, Pento complètement dégoûté. C'est vrai qu'on avait battu, c'est un match important contre Valenciennes à ce moment-là. Oui, c'est important. Non, plus sérieusement, Paris, effectivement... Bon... T'as presque envie de te dire que s'il y a une saison où tu peux le faire, c'est celle-ci, quoi. Ouais, c'est ça. Et finalement, l'enchaînement, c'est pas plus mal, je trouve, puisque Paris va être sur une grosse séquence où ils vont donc recevoir Brest, 3e de Ligue 1. Ensuite, ça va être Lille, et ensuite la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Je pense que sur ces 3 matchs-là, celui où Paris est le plus à même de faire tourner, on pense notamment à Kylian Mbappé, c'est peut-être le match de la Coupe de France. Le souci, c'est que Mbappé, j'ai l'impression qu'il veut jouer tous les matchs tout le temps. Même à Orléans, il a joué les 90 minutes, quoi. Mais là, c'était match en week-end, il n'y avait pas 3 matchs par semaine non plus. C'est vrai que peut-être, dans la logique de l'objectif qui est toujours le même pour le PSG de performer en Coupe d'Europe, en plus, cette année, le tirage a été plus ou moins favorable pour eux. Je ne parle pas de la Coupe de France, parce qu'ils prennent l'ogre brestois, mais en Ligue des Champions, ils jouent contre la Real Sociedad. S'ils passent pas cette fois-ci contre une équipe qui est largement à leur portée, contrairement au Real ou Bayern les années précédentes, ça ferait quand même tâche. Donc ce sera évidemment la priorité. Le championnat, moi je pense qu'en championnat, ils peuvent un petit peu déjà commencer, pas à lever le pied, mais ils ont beaucoup d'avance. Et je crains que la Coupe de France soit aussi un objectif très fort pour eux. Oui, d'autant plus qu'ils l'ont pas gagné depuis 2-3 ans, ce qui est une anomalie pour le PSG. Mais Ouais. c'est à voir. Mais voilà, je me dis que pourquoi pas, c'est l'occasion de vibrer. Et finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas plus Stade Brestois 29 que de sortir le PSG au penalty et de se faire sortir par Saint-Priest au tour suivant? C'est absolument, c'est ce qu'on a tweeté hier. Ce serait très très Stade Brestois dans l'ADN, ou de faire ça, ou alors de sortir à domicile contre Valenciennes justement en quart. Ce serait Mais possible. plus ça, Il y a une question. j'ai juste une Vas-y, question Yann. là-dessus, justement, et je pense qu'elle est un peu liée à Bien celle que sûr. tu allais poser. Qu'est-ce qu'on Ouais. fait? Est-ce qu'on met l'équipe type ou pas en coupe? À l'exception de Grégoire Couder, que moi je laisse par principe, mais voilà, est-ce qu'on va faire tourner ou non? En fait, j'élargis un peu ta question. C'est tu me demandes quel match il faut jouer en priorité, ou est-ce que en coupe ou alors c'est plutôt ta question, c'est faut-il faire tourner en coupe? T'as déjà fait ton choix, pour toi le championnat c'est la priorité sur ces 2 matchs? C'est compliqué. Pour moi, il faut mettre l'équipe type sur les 2, parce qu'on peut se le permettre. Ouais, pour moi aussi. Maintenant, si tu me dis tu dois choisir, on gagne un match ou on en perd un autre, je vais te dire qu'à la limite, perdre en championnat, c'est pas dramatique déjà parce que on a d'autres matchs derrière. Et surtout, ça peut peut-être un peu contribuer à redescendre un peu la hype, à nous remettre un peu dans l'ombre de Nice, de Monaco, parce que on l'a vu ces dernières semaines, ça parle beaucoup de Brest. Souvent en mal, mais ça parle beaucoup de Brest et c'est peut-être pas plus mal de continuer à avancer masqué. Donc, je sais pas. Moi, je suis dans l'idée, de toute façon, on va gagner les 2. Hein. Il y a un moment, voilà, Valenciennes, c'est facile. Paris, on peut les taper une fois, mais j'ai du mal à me positionner. Voilà. Honnêtement, j'ai pas d'avis dessus. Bah, moi, je me suis posé la question ce matin aussi en préparant l'épisode, en me disant voilà, s'il y avait un match à prioriser ou non, lequel des 2 ce serait.
en fait, on est dans une situation qui est plutôt enviable. C'est l'année parfaite pour tirer le PSG, finalement, parce que si on avait imaginé ce scénario l'année dernière, tu es en championnat où tu es largué, où c'est très difficile. Là, la question, elle se pose pas. C'est tout sur le championnat. Là, le match de coupe contre le PSG, de toute façon, on sait très bien qu'on a 90% de chances de ne pas le remporter. Donc, tu fais tourner. Là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. Le match, tu peux le jouer à fond. Tu es maintenu en Ligue 1. Quoi qu'il arrive en championnat, si tu perds contre le PSG, bon, ben, de toute façon, il te restera, comme tu l'as dit, plusieurs matchs derrière, beaucoup de grosses rencontres à domicile, et tu as un petit peu d'avance déjà sur la zone de la 7, 8, 9e place, donc tu peux te permettre, entre guillemets, de ralentir un petit peu. Je rajoute que depuis le 20 décembre, l'équipe n'a joué que 3 matchs, donc en un mois, c'est très peu. Certains déjà ont soufflé contre Angers et contre Trélissac, donc des joueurs, je sais pas, comme Steve Mounier, par exemple, lui, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, il n'a pas beaucoup joué. Pierre Lesmelou, il n'a pas joué contre Angers, enfin, il était entré en jeu, il n'a pas beaucoup joué non plus. Marco Bizot, il a joué un match depuis le match de Lorient, donc les joueurs, à mon avis, sont plutôt en bonne forme. Si le Mali est éliminé de la CAN avant les demi-finales, Kamori Doumbia sera de retour. Donc ça peut aussi être un élément pour... Parce que lui, je le considère pas comme un remplaçant Doumbia, mais un peu comme un titulaire bis, je dirais. Et je rajoute une chose, c'est les changements de règles en Coupe de France. Il n'y a plus de prolongation. Tu arrives à accrocher le PSG avec cette équipe qui est une vraie équipe de... Je pense que cette équipe, ça peut être une équipe de coupe. Et le fait de gagner à Trélissac comme ils l'ont fait en étant menés, ça me donne un signal. Tu arrives à envoyer le PSG au tir au but. Alors Donnarumma est bon au péno, mais est-ce que c'est lui qui va jouer? C'est pas sûr. C'est pas sûr non plus, t'as raison. Mais au péno, après, j'aime pas du tout l'expression selon laquelle c'est la loterie, mais si tu les travailles et que t'as un petit peu ce brin de réussite, sur 90 minutes, tu peux sortir le PSG. Et si tu regardes le tableau derrière, c'est un tableau qui peut être ouvert. T'as des équipes de Ligue 1 qui sont déjà tombées, il n'y a plus de Marseille, il n'y a plus de Lens. Il y a Nice et Montpellier qui s'affrontent, il y a Lille et Lyon qui s'affrontent. Alors, on fait peut-être de la fiction, évidemment, parce que si je devais aujourd'hui mettre ma maison sur un des deux, je mettrais plus sur le PSG dans la logique des choses. Mais pour moi, ce match, il n'est pas perdu d'avance. Si tu le joues à fond, le PSG a toujours ce petit complexe de supériorité aussi. En coupe, ils ont eu du mal un petit peu contre Orléans. Ils ont mis beaucoup de temps à marquer le deuxième but, et encore, c'est sur un péno qui est assez généreux. Si tu vas avec tes Camara, tes Magnetti, tes Lesmelou, ton Brassier, ton Chardonnay, ben, si tu as ton équipe type, ouais. Si tu vas par contre avec une équipe B, effectivement, j'aurais plus de mal à imaginer un résultat. Mais pour moi, il n'y a pas de match à prioriser. Il faut les jouer les deux à fond. Et surtout, ne pas avoir de regrets en Coupe de France. Et peut-être, c'est un peu une guise de conclusion, et on pourrait le lire dans tous les podcasts, on a encore une fois l'impression, et même la certitude, que cette saison, il n'y aura pas de honte. C'est-à-dire, si tu sors en Coupe de France contre le PSG, c'est pas grave, t'as été au niveau, t'as pas été scandaleux face à des équipes inférieures, tu t'es pas pris de raclée, et on n'y croit pas en fait à une raclée au perte. Ok, on perdra peut-être les 2 matchs, mais on va pas se prendre de raclée. Et ça, c'est quand même très nouveau de faire des saisons où t'as jamais trop honte, où tu te dis que le lendemain au bureau, bah, tu vas passer une sale journée parce que tout le monde va se moquer de toi. C'est pas le cas avec ce Stade Brestois. C'est vrai qu'on n'imagine pas trop le scénario à un 7-0 à domicile comme l'année dernière. Non, enfin on l'imaginait pas l'an dernier non plus. Hein. Non, c'est vrai. Mais cette année, tu vois, si tu es mené à domicile contre une équipe qui commence à te perdre 1-2-0, je vois pas l'équipe baisser la tête comme ils l'ont fait l'année dernière et en prendre 7 sans vraiment réagir. Ça va s'arrêter à 2-3-0 s'il le faut. On peut perdre des matchs et on en perdra avant la fin de saison. Voilà. Moi, ça m'a un peu agacé d'ailleurs de voir il y avait pas mal de réactions sur les réseaux sociaux après quand Brest était mené par Trélissac avec pas des insultes, mais limite genre oh, c'est quoi cette équipe et tout. On va peut-être aussi se calmer. On est en train de gagner tous les matchs depuis le mois de novembre. Brest peut aussi perdre des matchs. Brest est aussi une équipe qui a un effectif assez réduit en termes de quantité, qui reste malgré tout un petit club de Ligue 1. Ce qu'ils font est exceptionnel. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte, et ça on en parlera plus en détail évidemment quand on fera les bilans, mais ce que Brest a réussi à faire depuis le début août, c'est exceptionnel et les gens doivent s'en rendre compte. Alors on espère que ça va continuer, et on est évidemment déçus quand Trélissac a marqué, j'étais pas content, naturellement, on se dit ah c'est pas possible, mais voilà, il faut aussi prendre un petit peu de hauteur. Brest a 2 matchs contre le PSG, je trouve que c'est assez excitant moi, au contraire parce que tu tires, je sais pas, tu disais Rouen c'est un peu le piège, c'est vrai que tu vas à Rouen, tu perds à Rouen, tu dis t'es un peu dégoûté. Là, à Paris, il n'y a rien à perdre. Il n'y a absolument rien à perdre. Et cette équipe, cet effectif-là, est capable, tu l'as dit très justement. S'il y a une année où ils peuvent le faire, je pense que c'est cette année. Est-ce que tu pousses jusqu'à les pronostiquer une victoire? Moi, je pense qu'on gagne un des deux. Je sais pas lequel, mais pour moi, on gagne un des deux.
Je sais pas si on gagne un des deux, honnêtement, parce que je vois le PSG vraiment supérieur dans tous les compartiments du jeu individuellement. Mais si le PSG, c'est le PSG de Luis Enrique, le PSG de Luis Enrique est assez difficile à pronostiquer. On l'a vu au match aller en championnat pendant 30-35 minutes. Il n'y a pas match en fait entre les deux équipes et Paris est largement supérieur. Et finalement, tu sors du match et tu es dégoûté d'avoir perdu parce que tu mérites pas de perdre le match. Donc ça dépend ça dépendra beaucoup de ce que font les Parisiens. J'ai aucun doute que les Brestois seront à fond sur ce match. Si les Parisiens jouent à leur niveau, bah, ils gagneront parce que c'est la logique des choses. Ils ont plus de joueurs, ils ont des joueurs de très très haut niveau. Si en revanche ils laissent ce petit truc à Brest, ce petit espoir, ouais, je pense. Et moi, je vois plus le coup en coupe qu'en championnat. Ok, et bah moi je vois plutôt le coup en championnat qu'en coupe, donc on, on verra. Ah non, mais si on gagne en championnat, là, on joue le titre. Peut-être pas, mais va falloir mettre un peu plus de respect sur notre nom, n'est-ce pas, monsieur Voilier d'Acherchour, notamment. Oui, absolument. On va pas, je suis d'accord avec toi que les observateurs ont tendance à. Je comprends pas trop. Quand c'est Gérone en Espagne qui fait une saison extraordinaire, ils ont encore écrabouillé Séville hier 5-1, c'est génial. Quand c'est Leicester qui va gagner la première ligue devant les Cador et ce qu'on appelle le Big Four ou Big Five en Angleterre, c'est fabuleux. Quand c'était Offenheim à l'époque qui mettait un peu le sbeul en Bundesliga, c'était top. Mais Brest, ah non, Brest, la Ligue 1 est très faible. C'est pas normal, c'est de la faute des gros, etc. Et mettez un petit peu de respect sur le travail d'Éric Roy, le travail de Grégory Lorenzi, et puis sur ses joueurs, quoi. Merde, c'est sûr que Brest, c'est peut-être pas clinquant. On a un stade qui est un peu tout pourri. Il est pas plein à tous les matchs. En tout cas, contre Montpellier, c'était pas le cas. Il y a des tribunes qui font pas toutes de la même taille, mais c'est d'autant plus remarquable, je trouve, ce qui est fait avec aussi peu de moyens. Exactement. Yann, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure? Non, rien de spécial. Grand plaisir de voir cette saison continuer. J'ai la chance d'être au parc en parkage pour le prochain match. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à lâcher un petit message. On sera des petits coucous. Et voilà, encore une fois, grand plaisir de faire ce podcast. Grand plaisir de voir cette équipe de Brest. Et je pense pas m'avancer en disant que même si on perd dimanche, même si on perd dans les semaines à venir, ça restera un grand plaisir quand même. Absolument. J'en profite également pour terminer pour remercier tous les gens qui nous ont envoyé des messages sur les différents podcasts qui sont sortis. C'est vrai qu'on a été plutôt réactifs ces derniers temps sur la sortie des épisodes qui ont été assez réguliers et avec des chiffres d'écoute qui sont en constante hausse. Et ça fait très plaisir d'avoir des retours qui sont aussi sympas et de gens qui habitent dans des lieux absolument improbables. On nous a dit le Népal, la Nouvelle-Zélande, c'est des endroits où j'imaginais pas qu'il y avait des gens qui nous écoutaient parler du Stade Brestois. En tout cas, merci à vous pour vos retours. Continuez à vous abonner sur YouTube, surtout parce que c'est la plateforme sur laquelle on a le plus de visibilité, nous, en termes de suivi et du contenu. Lâchez vos petits pouces, vos petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très prochainement avec Quentin, j'espère, en plus, qui nous retrouvera pour un 99e épisode de Brest On Air. Bientôt le 100e. Que ferons-nous pour le 100e? C'est la question. Je ne sais pas, on ne sait pas nous-mêmes. Mais on espère faire quelque chose de bien. Yann, je te remercie pour ton temps et pour tes analyses toujours si précieuses. Je te souhaite une bonne semaine et puis bon match, surtout au parc. On compte sur toi pour nous envoyer du contenu de là-bas. Et première au parc pour toi? Non, la deuxième, mais première en parkage. Première en parkage, ok. Bon, en espérant que La dernière fois que tu as vu un match à l'extérieur, c'était à la Beaujoire. C'est vrai, c'est bien passé. En espérant le même résultat, ça s'était bien passé, exactement. Merci Fanch, Kenavo et évidemment, allez Brest. Et allez Brest, salut!